Le bruit de la gifle résonna plus fort que le bip du moniteur cardiaque. Le docteur Bastien Mercier, l'enfant chéri de l'hôpital, ne s'était pas contenté de réprimander la nouvelle infirmière. Il avait levé la main sur elle, il avait enfoncé ses doigts dans ses cheveux, tiré sa tête en arrière et sifflé « Reste à ta place, déchet ». Toute la salle des urgences se figea. Tout le monde s'attendait à ce que l'infirmière timide et effacée fonde en larmes. Ils s'attendaient à ce qu'elle supplie pour obtenir son pardon. Mais ils ignoraient que la femme dans cet uniforme bleu trop large n'était pas juste une infirmière. C'était le commandant Camille Bernard, vétéran de l'unité d'élite CPA 10, habitué à opérer dans des hélicoptères en feu au-dessus du désert. Et le docteur Mercier venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. L'hôpital central de Paris était un champ de bataille, mais d'un autre genre. Au lieu d'obus de mortier et d'engins explosifs, il y avait des arrêts cardiaques, des overdoses et le hurlement incessant des sirènes du SAMU. Camille Bernard se déplaçait dans le chaos des urgences avec un silence qui énervait les gens. Elle avait 32 ans, bien que son regard en paraisse 100. Elle travaillait à l'hôpital depuis 3 mois et durant ce temps, elle avait prononcé moins de 50 mots à ses collègues. Elle faisait le sale boulot. Elle nettoyait les bassins. Elle réapprovisionnait les stocks de sérum physiologique. Et elle prenait les gardes de nuit dont aucune infirmière titulaire ne voulait. Pour le personnel, elle n'était personne. Une infirmière venue de province avec un CV douteux et l'attitude de quelqu'un qui a peur de sa propre ombre. Bernard, bouge-toi. Le cri venait du docteur Bastien Mercier. Mercier était le chef du service de traumatologie. Il avait 45 ans, il était beau d'une manière trop soignée dont il était parfaitement conscient et possédait un ego qui passait à peine par les doubles portes du box de réanimation. Il était issu de la vieille bourgeoisie, le clan Mercier de Neuilly-sur-Seine, et traitait le personnel hospitalier comme ses domestiques personnels. Camille ne tressaillit pas à son ton. Elle prit simplement le plateau d'instruments stérilisé et se dirigea vers le box numéro 4, où Mercier recousait une plaie sur un étudiant de la Sorbonne ivre. « Tu es en retard », ricana Mercier, sans lever les yeux de son travail. « J'ai demandé ça il y a 30 secondes. » « Tu sais combien vaut mon temps, Bernard ?»« Toutes mes excuses, docteur, » dit Camille. Sa voix était basse, plate et dénuée d'émotion. Mercier pouffa. « Les excuses ne sauvent pas des vies. La compétence, si. Essaie d'en acquérir un peu. » Il arracha une pince du plateau, frôlant délibérément sa main avec la sienne, puis essuya son gant sur sa blouse comme si elle était contagieuse. Les autres infirmières au poste observaient avec un mélange de pitié et de soulagement. Soulagement que ce ne soit pas elle sur la ligne de mire aujourd'hui. « Il n'est pas d'humeur aujourd'hui, » chuchota Chloé, une jeune infirmière en tenue rose vif. « Les actions de son père ont dû chuter. » Où sa femme a découvert cette représentante pharmaceutique, marmonna Laurent, l'infirmier-chef. Il soupira en regardant Camille battre en retraite vers l'ombre de la réserve. Je ne sais pas comment Bernard supporte ça. Elle n'a aucune colonne vertébrale. S'il me parlait comme ça, je ferais un rapport aux RH. Les RH ne le toucheront pas, répondit Chloé. Son père, Antoine Mercier, siège au conseil d'administration. Et Bernard est une proie facile. Elle est comme un fantôme. Hier, je lui ai demandé d'où elle avait été transférée. Et elle m'a juste fixé, jusqu'à ce que je m'en aille. Dans la réserve, Camille appuya son front contre le métal froid de l'étagère. Inspirez sur 4 temps. Bloquez sur 4. Expirez sur 4.
Ses mains ne tremblaient pas. Elles ne tremblaient jamais. Elles étaient stables au Sahel lorsqu'une roquette RPG avait frappé leur convoi. Elles étaient stables lorsqu'elle avait dû tamponner la blessure thoracique de son commandant sous le feu ennemi. Elle n'avait pas peur des hommes comme Bastien Mercier. Les hommes comme lui s'effondraient quand la climatisation tombait en panne. Elle ajusta les manches longues de son soupule qu'elle portait sous sa tenue, même dans la chaleur étouffante. Elle cachait les cicatrices d'éclat sur son avant-bras gauche et le tatouage sur son poignet droit, l'insigne du CPA 10, les commandos parachutistes de l'air. Elle n'était pas là pour la gloire. Elle était là pour se réinsérer, pour réapprendre à être une civile. L'armée l'avait réformée pour raison médicale après l'incident au Mali, une extraction secrète qui avait mal tourné. Physiquement, elle était apte, mais les psychologues avaient dit qu'elle avait besoin de temps dans un environnement à faible stress. Alors, elle récurait les sols et laissait un chirurgien pompeux la traiter comme une servante. Cela faisait partie de la mission. Se fondre dans la masse, ne pas engager le combat. Bernard, la voix de Mercier tonna depuis le couloir. Ici, on a un polytraumatisé. Camille ouvrit les yeux. L'acier était revenu dans son regard. Elle se repoussa de l'étagère et retourna dans la fournaise. Les portes coulissantes s'ouvrirent brusquement. Les ambulanciers du SAMU entrèrent en courant, poussant 2 brancards. L'air s'emplit instantanément d'une odeur de cuivre, de sang et de pluie. « Rapport !» cria Mercier en bombant le torse. « Homme, environ 50 ans, multiples blessures par balle, au thorax et à l'abdomen !» hurla le médecin du SAMU. « La tension chute, 70/40. Tachycardie, on a perdu le pouls 2 fois en route. »« Boxe 1 !» ordonna Mercier. Laurent pose une voix. Chloé, appelle la banque du sang. Bernard. Il se retourna brusquement, les yeux fous d'adrénaline. Tu es à l'aspiration. Ne foire pas tout. Camille prit position à la tête du lit. Elle regarda le patient. C'était un homme imposant, bâti comme un char d'assaut, avec une barbe grise et un gilet tactique découpé par les médicaux. Sous le sang, elle vit un tatouage sur son épaule, une dague ailée. Son cœur rata un battement. Force spéciale. Elle regarda son visage. Il était tuméfié, mais elle reconnut les traits. C'était l'adjudant-chef Roche. Nom de code, le Roc. Il avait été son instructeur sur la base d'Orléans il y a presque 10 ans. « Il part !» cria Laurent. « Défibrillateur !» hurla Mercier. « Charge à 200 !» La pièce explosa en un chaos contrôlé. Camille saisit la sonde d'aspiration dégageant les voies respiratoires. Elle remarqua quelque chose que Mercier avait manqué. Le sang ne faisait pas que couler. Il bullait. Pneumothorax compressif enregistra instantanément son cerveau. Le poumon s'est affaissé et écrase le cœur. « On dégage !» cria Mercier. Le corps se cambra sous le choc. « Toujours en fibrillation !» dit Laurent. « Charge à 300 !»« Docteur !» dit Camille, sa voix tranchant le bruit ambiant. Ce n'était plus un murmure. C'était ferme. Le murmure vésiculaire est absent à droite. La trachée est déviée. C'est un pneumothorax compressif. Le choc ne servira à rien. Il a besoin d'une exsufflation à l'aiguille, tout de suite. Le silence tomba dans la pièce pendant une fraction de seconde. Mercier la regarda, le visage rouge de rage. « Pardon ? Vous êtes médecin, peut-être ? Bernard, tu as fait médecine ou tu as eu ton diplôme dans une pochette surprise ? Regardez la turgescence jugulaire, insista Camille en pointant le cou du patient. Si vous ne décomprimez pas le thorax, il meurt dans 30 secondes. La ferme, rugit Mercier. Je suis le chirurgien titulaire ici. Tu es infirmière.
Tu changes les bassins et tu fermes ta gueule. Charge à 360. On dégage. Il chocaroche à nouveau. Rien. Ligne plate. Merde! Mercier jeta les palettes sur le chariot. Il est parti. Notez l'heure du décès. Non, dit Camille, elle ne réfléchit pas. Elle ne calcula pas les conséquences. Elle agit tout simplement. Elle s'éloigna de l'aspirateur et saisit un cathéter de calibre 14 sur le plateau ouvert. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Mercier se plaça devant elle, bloquant l'accès au patient. « Bouge, » dit Camille. Ses yeux étaient devenus des tunnels noirs et froids. « Sors de mon bloc !» hurla Mercier. « Tu es viré! Dégage !» Il a un rythme, mais la pression le tue, dit Camille en faisant un pas de côté pour le contourner. Je ne le laisserai pas mourir à cause de ton ego. Ce fut le point de rupture. Le docteur Bastien Mercier, un homme à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie, craqua. Il tendit la main, attrapa Camille par l'arrière de sa Charlotte, entremêlant ses doigts dans ses cheveux. Il tira sa tête en arrière avec une force violente. « J'ai dit », siffla Mercier, le visage à quelques centimètres du sien, postillonnant de rage. « Connais ta place, espèce de déchet inutile. » La violence du geste fit trébucher Camille. Elle heurta l'armoire métallique avec un grand bruit, l'aiguille tomba au sol. Tout le personnel s'arrêta. Les médecins se figèrent au milieu d'une suture, les infirmières laissèrent tomber les dossiers. Le silence était absolu. La violence contre le personnel était rare. Mais qu'un chirurgien titulaire agresse physiquement une infirmière en pleine réanimation, c'était inouï. Mercier se tenait là, la poitrine haletante, le visage tordu par un rictus. Il se sentait puissant. Il se sentait comme un dieu punissant, un enfant désobéissant. Il s'attendait à ce que Camille s'effondre. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit de la pièce en sanglotant. Camille baissa lentement la tête. Elle porta la main à sa nuque, là où il avait tiré ses cheveux. Elle réajusta sa Charlotte. Quand elle releva les yeux, la peur que tout le monde s'attendait à voir n'était pas là. L'infirmière silencieuse avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de totalement différent. Sa posture changea, ses épaules se carrèrent, ses pieds s'écartèrent légèrement à la largeur des épaules, une position de combat. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit Camille. Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait un poids qui fit se dresser les poils sur la nuque de Laurent. « Sécurité !» aboya Mercier, bien que sa voix tremblât légèrement. « Sortez cette femme de mon hôpital. »« Laurent, » dit Camille, sans quitter Mercier des yeux. « Donne-moi un scalpel de 10 et un kit de drainage thoracique. »« Bernard, arrête !» bégaya Laurent, terrifié. « C'est le chef !» Camille n'en attendit pas. Elle bougea. Mais cette fois, elle ne marchait pas comme une infirmière. Elle se déplaça avec la vitesse explosive d'une vipère. Mercier essaya de lui saisir le bras à nouveau. « Je t'ai dit de... » Camille ne le frappa pas. Elle n'en avait pas besoin. Alors que Mercier tendait le bras vers elle, elle entra simplement dans sa garde, piégea son poignet d'une main et appliqua une pression sur le nerf radial tout en lui faisant une balayette. Cela se passa si vite que les images des caméras de sécurité devraient plus tard être visionnées au ralenti pour comprendre. Une seconde plus tôt, Mercier était debout. La seconde suivante, il était face contre le linoléum, le bras tordu dans le dos, à un angle qui le fit hurler de douleur aiguë. « Reste au sol », ordonna Camille. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre donné par un officier à un combattant hostile. Elle le lâcha, enjamba son corps gémissant et marcha vers le patient. Elle prit une nouvelle aiguille. « Laurent »
Chronomètre-moi, dit-elle calmement. Elle localisa le deuxième espace intercostal sur la poitrine de Roche. Elle y plongea l'aiguille. Pshhh. Le bruit de l'air sous pression s'échappant de la cavité thoracique fut audible dans toute la pièce silencieuse. Le moniteur au mur bipa une fois, 2 fois. Pip, pip, pip. Rythme sinusal. Le cœur battait à nouveau. Camille regarda Mercier, qui se mettait péniblement à genoux en serrant son poignet, le visage violet d'humiliation et de choc. « Il est vivant, » dit Camille en retirant ses gants. « Et vous, docteur, vous êtes relevé de vos fonctions. » Mercier se releva précipitamment, les yeux exorbités. « Relevé de mes fonctions? Je suis le chirurgien-chef. Tu m'as agressé. Je te ferai arrêter. Je vais te détruire. Tu sais qui je suis ?» Camille le regarda droit dans les yeux. Elle attrapa l'ourlet de son soupule à manches longues et le remonta lentement, révélant les muscles striés et cicatrisés de son avant-bras et le tatouage distinctif sur son poignet. « Je sais qui tu es, Mercier. Tu es un danger public. » Elle se tourna vers l'infirmier-chef stupéfait. « Appelle la police et appelle le général Dumont au ministère de la Défense. Dis-lui que Fantôme a été compromise. » « Le général? Qui ?» demanda Laurent, la mâchoire pendante. « Passe juste l'appel, » dit Camille en se retournant pour stabiliser son ancien sergent. « Et garde cet idiot loin de mon patient. » L'arrivée de la police parisienne ne fut pas discrète. 2 officiers en uniforme, suivis d'un administrateur de l'hôpital paniqué, franchirent les doubles portes des urgences. Le docteur Bastien Mercier les attendait, appuyé contre le poste des infirmières, tenant une poche de glace sur son poignet. Il avait retrouvé son sang-froid, remplaçant sa peur par un récit froid et calculé. « C'est elle, » dit Mercier en pointant un doigt, tremblant vers Camille. Camille se tenait près du box 1, surveillant le moniteur cardiaque de l'adjudant-chef Roche. « Officier, » dit Mercier, la voix dégoulinante d'une victimisation bien rodée. « Cette femme est instable. Elle a désobéi à un ordre médical direct, mis en danger la vie d'un patient, et quand j'ai essayé d'intervenir, elle m'a agressé physiquement. Je veux porter plainte immédiatement. » L'officier le plus âgé, le brigadier Dubois, regarda Camille. « Madame », Dubois s'approcha d'elle. « Éloignez-vous du patient. Main dans le dos. » Camille obtempéra. L'acier froid des menottes cliqueta autour de ses poignets. « Vous ne pouvez pas faire ça, Laurent. » L'infirmier-chef s'avança. « Elle lui a sauvé la vie. Ce Mercier allait le laisser mourir. »« Laurent !» aboya Mercier. « À moins que tu ne veuilles chercher du travail dans une clinique vétérinaire en Bretagne, je te suggère de fermer ta gueule. » Laurent se figea. Il regarda Camille, les yeux implorant le pardon pour sa lâcheté. Camille lui fit juste un signe de tête, presque imperceptible. « Repos », disait ce regard. Alors que les officiers faisaient marcher Camille à travers le service bondé, l'atmosphère était électrique. Au moment où ils atteignirent la sortie, un homme dans un costume anthracite sur mesure fit irruption par les portes administratives. C'était Antoine Mercier, le président du conseil d'administration et père de Bastien. Un requin aux cheveux argentés, connu pour enterrer les procès et briser les carrières. « Bastien !» tonna Antoine. « J'ai eu ton message. »« C'est vrai ? Elle est folle, papa, » pleurnicha Bastien. « Elle a failli me casser le bras. Ma main de chirurgien. » Antoine tourna son regard glacial vers Camille. « Vous avez commis une grave erreur, mademoiselle. Je vous garantis que vous ne travaillerez plus jamais dans la santé. »
Je vous poursuivrai pour chaque centime que vous gagnerez. Le temps que j'en finisse avec vous, vous aurez de la chance si vous trouvez un job pour balayer les rues. » Camille le regarda. Elle ne cligna pas des yeux. Elle analysait. Hypertension, narcissisme, niveau de menace. Faible. Alors qu'on la poussait à l'arrière de la voiture de police, Camille s'autorisa un dernier regard vers l'hôpital. Elle vit Bastien Mercier debout, affichant un sourire narquois, sous l'aile de son père. Il pensait avoir gagné. Camille appuya sa tête contre le grillage de la vitre. Elle ferma les yeux et commença à compter. 1 minute s'était écoulée depuis l'appel à Dumont. L'équipe d'extraction devait déjà être en route. La salle d'interrogatoire du commissariat du 4e arrondissement était une boîte grise. Camille était assise, une main menottée à la table. Le détective Legrand, un homme fatigué avec des taches de café sur sa cravate, jeta un dossier sur la table. Camille Bernard, casier vierge. Licence d'infirmière datant de 3 mois seulement. Avant ça, le néant. Un fantôme? Camille ne dit rien. Écoutez, soupira Legrand. Les Merciers sont des gens puissants. Ils réclament des chefs d'accusation pour agression aggravée avec arme. Ils disent que vous aviez un scalpel. Si j'avais utilisé une lame, ils ne tiendraient pas debout, dit calmement Camille. Legrand s'étouffa presque. Je veux passer un appel, dit Camille. Legrand poussa le téléphone vers elle. Camille composa non pas un numéro local, mais une longue séquence de chiffres. Ici Sierra 709, code noir. Localisation, commissariat du 4e. Situation de prise d'otage. Je suis l'otage. Elle raccrocha. La porte s'ouvrit à la volée. Ce n'était pas un policier, mais un avocat en costume 3 pièces. Charles Leclerc, l'avocat de la famille Mercier. Mademoiselle Bernard, dit-il en posant sa mallette, signez ceci. Vous reconnaissez avoir fait une crise de nerfs, vous vous excusez et vous quittez Paris ce soir. Nous abandonnons les charges. Sinon, c'est la prison. Vous n'êtes personne. Un moucheron sur le pare-brise d'une voiture de luxe. Camille prit le stylo et commença à le faire tourner entre ses doigts, une habitude de tireur d'élite, vérifiant la dérive du vent. Vous avez vérifié ma licence d'infirmière, dit-elle doucement. Mais avez-vous vérifié mon dossier militaire? Non pertinent, balaya Leclerc. Éplucher les patates à l'armée, ça n'a aucune importance ici. Boum. La lourde porte en acier de la zone de détention s'ouvrit avec une force telle que les murs tremblèrent. « C'est quoi ce bordel ?» Legrand se leva, portant la main à son arme. Des voix criaient dans le couloir. Pas des voix de policiers. « Agent fédéral, on ne bouge plus. Éloignez-vous de la porte. » La porte de la salle d'interrogatoire fut enfoncée. 2 hommes en tenue tactique complète firent irruption. Ils furent suivis par un homme en uniforme de général de l'armée française. Le général Dumont. « Major, » fit Dumont en hochant la tête vers Camille. « Général, » répondit-elle. « Enlevez-lui ses menottes, » ordonna Dumont. « Attendez, » intervint l'avocat. « Elle est en état d'arrestation pour agression. Vous n'avez pas juridiction ici. » Dumont se tourna vers Leclerc. « Juridiction ? Fils, cette femme est un actif protégé de l'État. L'homme qu'elle a agressé a failli tuer un sous-officier supérieur des forces spéciales. Et vous, vous interférez dans une enquête fédérale. » Legrand, les mains tremblantes, déverrouilla les menottes. « Ils vous ont fait du mal, Major ?» demanda Dumont. « Négatif, mon général. Juste une perte de temps. » Camille se pencha vers l'avocat blême. « Dites à Mercier que le moucheron vient de riposter. » Le toit de l'hôpital avait été transformé en poste de commandement temporaire. Un hélicoptère Caracal attendait,
rotor tournant lentement. Dans la suite VIP, l'adjudant-chef Roche était allongé. Fantôme, râla-t-il en voyant Camille en combinaison de vol. Je croyais être mort et que tu étais l'ange de la mort. Pas aujourd'hui, le roc, sourit-elle. Le général Dumont regardait les lumières de Paris. On a un problème, Camille. Antoine Mercier ne recule pas. Il appelle des sénateurs. Il monte un narratif selon lequel tu es un soldat traumatisé qui a pété les plombs. Dans 1 heure, il tient une conférence de presse. Laisse-le parler. S'il creuse trop, il pourrait trouver des infos sur l'opération Barkhane. Ça mettrait toute l'unité en danger. Il prend ma réputation en otage pour sauver l'ego de son fils, comprit Camille. On ne peut pas faire taire un milliardaire sans scandale, dit Dumont. Mais on peut l'enterrer sous la vérité. Il lui lança une tablette. Les renseignements avaient déterré le dossier Mercier. Des dizaines de cas d'erreurs médicales, décès, pots de vin et clauses de confidentialité. C'est un cimetière, murmura Camille. Mais il nous faut un témoin. Où les originaux? L'infirmière Élodie se souvint Camille. Elle gère les archives numériques. Mais Mercier est probablement en train de purger les serveurs. Tu as 1 heure, dit Dumont. Je ne peux pas envoyer des soldats dans un hôpital civil. Vous n'envoyez pas de soldats, général. Je suis juste une infirmière qui vient chercher son dernier chèque. Le sous-sol de l'hôpital était un labyrinthe de tuyaux. Camille avait troqué sa combi pour une tenue d'agent d'entretien. Dans son oreillette, un officier du renseignement la guidait. Major, dans le hall, sécurité privée de Mercier. Ils sont armés. Camille atteignit la salle des serveurs, verrouillée. Élodie, ouvre, c'est Bernard. La porte cliqueta. Élodie, en larmes, la fit entrer. Ils effacent tout à distance, sanglota-t-elle en montrant l'écran. Suppression 85%. Antoine a lancé une mise à jour système. On arrache les disques durs, décida Camille. La porte vola hors de ses gonds. 2 mercenaires firent irruption. Ne tirez pas! Cria Camille, feignant la panique. Puis elle lança une clé à molette, pile entre les 2 yeux du premier. Elle coinça le second dans un étranglement en triangle avec ses jambes. Suppression 98%. Trop tard, cria Élodie. Bastien Mercier apparut dans l'encadrement de la porte avec le pistolet que le mercenaire avait lâché. Tu as tout gâché, hurla-t-il. Je suis un dieu dans cette ville. Baisse ton arme, Mercier. Une voix résonna dans le couloir. C'étaient les infirmières. 20 personnes. Laurent, Chloé, tous les autres. Ils tenaient des pieds à perfusion comme des lances. Dégagez, hurla Mercier. Je vais tirer. Non, tu ne le feras pas, dit Laurent en s'avançant. Il y a des caméras partout et nous sommes témoins. Pendant qu'il était distrait, Camille arracha le disque dur de la baie. L'écran devint noir. Dehors, les sirènes de la vraie police hurlèrent. Bastien tomba à genoux, en pleurs. Camille passa devant lui. « Merci pour la couverture, dit-elle à Laurent. Allons regarder les infos. L'atrium principal de l'hôpital. » Antoine Mercier se tenait derrière un pupitre, face à une centaine de caméras. « C'est le cœur lourd que je vous informe de l'agression de mon fils par une ancienne militaire déséquilibrée, déclama-t-il. Soudain, l'écran géant derrière lui grésilla. « Problème technique !» cria Antoine. Mais l'écran ne s'éteignit pas. Une vidéo granuleuse en noir et blanc apparut. La traumatologie. Bastien Mercier debout, au-dessus d'un patient mourant. « Reste à ta place, déchet !» La voix du chirurgien tonna dans les enceintes.
La vidéo montra la gifle. La foule haleta. Puis, les documents défilèrent. Incident 402, décès. Incident 519, amputation du mauvais membre. Statut, étouffé par Antoine Mercier. C'est un faux. C'est de l'intelligence artificielle, hurla Antoine. Ça a l'air bien réel, monsieur Mercier, résonna une voix. Le général Dumont entra dans l'atrium, escorté par la gendarmerie. À ses côtés marchait Camille Bernard, toujours dans sa tenue d'entretien sale, serrant le disque dur. Le commissaire de police monta sur l'estrade. Antoine Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour complot, fraude et complicité d'homicide. Je vous ferai un procès. Camille s'approcha du micro. Je ne suis pas une criminelle, Antoine, et je ne suis pas un fantôme. Mais les fantômes hantent ceux qui ont péché. Considérez que vous êtes hantés. Alors qu'on emmenait les Merciers, un seul claquement de main rompit le silence. Sur le balcon, dans un fauteuil roulant, l'adjudant-chef Roche applaudissait. Puis Laurent applaudit. Élodie. Tout le personnel. L'atrium explosa sous une ovation tonitruante. Le général Dumont se pencha vers Camille. Belle extraction, Major. Je peux vous rétablir dans vos fonctions d'ici demain matin. Retour au CPA 10 ? Camille regarda les infirmières qui lui souriaient. Pour la première fois depuis longtemps, le bruit de la guerre dans sa tête s'était tu. Merci, général. Mais ma mission est ici. Quelqu'un doit surveiller que le nouveau chirurgien ne développe pas un complexe de Dieu. Elle fit demi-tour et se dirigea vers les portes des urgences. « Laurent !» cria-t-elle en enfilant des gants tout en marchant. « Le box 4 a besoin de sérum Phi. On se bouge !» L'histoire de Camille Bernard nous rappelle que la vraie force n'est pas dans les titres ou l'argent. Elle réside dans ce que vous faites quand des vides sont en jeu. Le docteur Mercier pensait être intouchable, mais il a appris qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Vous avez aimé cette histoire ? Si oui, explosez le bouton « J'aime ». Ça aide énormément la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Camille ? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.